Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Auditeur de Tranche de vie, j'ai rencontré Isabelle Soares au Château des Isards lors d'une exposition de ses photos sur le Kerala. Mais j'ai regretté la brièveté de cet entretien, parce que j'ai compris que Isabelle Soares avait beaucoup de choses à raconter. Je la remercie d'être aujourd'hui l'hôte de Radio Libre en Périgord pour nous en dire plus. Isabelle, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et dire un peu qui vous êtes ? Question vaste et pas vaste en fait, c'est-à-dire que je suis simplement une photographe intéressée, passionnée par les gens. Parce que j'aime les gens, ça je vous l'avais dit lors de notre dernier entretien. Voilà, j'ai 54 ans, j'ai 3 enfants, j'ai eu des interruptions à cette passion de photo. J'ai fait de la photo depuis l'âge de 9-10 ans en fait. Quand j'ai découvert dans la salle de bain le travail que mon beau-père faisait avec les tirages entre le révélateur et le fixateur. Donc j'ai déjà démarré l'envie de la photo, le plaisir de la photo et la découverte par la façon, en fait, façonnage d'un tirage. C'est ça qui m'a d'abord amené à la photo, c'est pas l'œil. Et puis après, je me suis dit, il y a une magie là-dedans qui est quand même incroyable, que j'ai découverte. C'était une curiosité incroyable, folle. Et puis après, je me suis dit, mais pour ça, il faut avoir l'autre côté avant. Il faut en amont avoir un œil, savoir faire les choses et les observer et avoir envie de faire des photos. Alors évidemment, j'avais pas d'appareil photo et je piquais un peu celui de mon beau-père. J'avais un Instamatic aussi. Et puis je faisais quelques photos par-ci par-là jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je l'avais en permanence avec moi. Et je faisais plein de photos tout le temps. Voilà, ça a été les démarrages, on va dire. Après, il y a eu plein de choses. Donc c'est par le mystère de la chambre noire que vous êtes venu à la photo. Et puis, petit à petit, c'est devenu une sorte de passion compulsive et il fallait que vous preniez des images de ce que vous souhaitiez conserver et voir sous forme de tirage. Mais quels ont été vos thèmes préférés ? Est-ce qu'il y en a eu d'emblée ou bien est-ce que c'est venu petit à petit ? Alors non, j'en ai pas eu d'emblée. J'ai pas eu la culture de l'image. J'ai pas eu la culture tout court. Enfin, je dirais que on n'avait pas à la maison, il n'y avait pas une place prépondérante pour la culture, quelle qu'elle soit. Et quand on a la culture installée de fait et qu'on grandit avec, on a tout qui s'aiguise. On a l'esprit critique, on a l'esprit d'écriture, on a l'esprit de lecture, on a l'esprit de regard et on appréhende de façon naturelle tout ça, la photo va avec donc. Et moi j'avais pas ça, donc c'est vraiment venu petit à petit. J'avais pas de thème précis, c'était très anarchique. Pas de préférence pour les personnages, pour les êtres vivants ou pour les fleurs ou pour les petites bêtes Alors, des préférences, non, mais par contre, des aversions, oui, enfin, aversions, c'était pas si négatif que ça, mais en tout cas, sans me rendre compte et que ce soit vraiment calculé, il y a des choses que je n'aimais pas photographier, que je ne photographiais pas. Effectivement, les petites fleurs, comme vous dites, ou je faisais pas ça. Les petites fleurs, les paysages, c'est des choses que je photographiais, mais qui ne m'apportaient aucun plaisir, à la fois en les photographiant et à la fois en regardant les photos. Donc, naturellement, je le faisais parce que j'avais envie de répondre à quelque chose qu'on dirait aujourd'hui de politiquement correct, c'est-à-dire entre amis, on est en vacances, alors on photographie le paysage parce que c'est moi qui ai l'appareil photo. Donc, on a des demandes et voilà. Donc, de façon un peu naturelle, on veut répondre aux désirs des gens et on fait ces photos. Mais personnellement, seule, jamais je ne me tournais vers un paysage ou une petite fleur à photographier. Donc, j'en conclus que vous étiez plus attiré par les individus, les gens qui bougent, des gens, peut-être des animaux, mais en tout cas des personnes. Oui, c'est vrai, mais je m'en suis rendu compte très tard en fait. Il y a même, je dirais même qu'il y a très peu de temps.
Parce que c'est au fur et à mesure de voyages, de photographier plein de choses dans différents voyages, que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un plaisir à photographier les gens. Et c'est quand j'ai vraiment monté cette exposition, notamment sur le Kerala, où j'ai eu vraiment un désir de réunir, non pas des scènes de vie seules ou des paysages ou des couleurs même, mais des gens, vraiment. Et les gens, on peut les avoir en couleur, on peut les avoir en noir et blanc. Je pense que quand on veut, ça c'est évidemment ça n'engage que moi et mon travail, mais quand on veut photographier les gens au mieux, enfin au mieux pour ressortir un petit peu ce qu'ils sont, moi je les vois en noir et blanc. Donc c'est le noir et blanc qui d'emblée vous a attiré plus que... Et comment est-ce que vous avez vécu alors la révolution numérique? Alors, évidemment, bien avant tout ça, le Kerala et ses préparations d'exposition, j'ai eu la chance de rencontrer Georges Torgman, qui était un grand photographe de sa génération, qui est décédé il y a très peu de temps d'ailleurs, et qui a été un ami, un maître, et je lui dois tout, un professeur aussi, parce qu'il m'a appris vraiment la prise de vue, il m'a appris à être très exigeante dans le labo, en chambre noire et dans le labo pour faire des tirages. Il m'a appris l'exigence également du travail bien fait, de sélectionner par le vide les photos, c'est-à-dire de jeter, d'évacuer tout un tas de choses, voilà, procéder par élimination. Et puis il m'a appris beaucoup au-delà de voir, il m'a appris à regarder, vraiment. Et ce que je ne savais pas faire, en fait. Et effectivement, ça change tout quand on regarde. Quand on regarde les gens, quand on regarde tout, les choses d'ailleurs, mais quand on prend le temps de regarder, il faut se poser. Un mot très à la mode, c'est ici et maintenant. Eh bien, dans ce ici et maintenant, on prend le temps de regarder les gens et on y voit des choses totalement différentes. C'est plus que de l'observation. Parce que l'observation, ça peut être critique, ça peut être... Le regard, c'est sans jugement. On regarde et on prend ce qu'il y a et il n'y a aucun jugement. Et ça, c'est intéressant pour un œil photographique. Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord un gourou, dont vous allez peut-être nous parler un petit peu plus. Et puis, il y a la manière dont vous regardez les gens, qui sont quand même un de vos thèmes préférés, si j'ai bien compris. Vous avez sans doute remarqué que quand on a de la sympathie pour les sujets qui sont en face de l'objectif, il y a des chances pour que les photos soient bonnes. Alors parlez-nous de Georges Torgman, et puis parlez-nous aussi de la manière dont vous êtes venu à privilégier certains sujets à travers vos voyages dont nous pourrons parler ensuite. Alors, ça va être compliqué, vous allez me mettre dans l'émotion là, parce que Georges était quelqu'un d'important pour moi. Il est parti, comme je vous le disais, il n'y a pas très longtemps, et c'est un peu frais tout ça. Et alors, Georges était un photographe un portraitiste en fait. Il a fait de tout, puisqu'il a travaillé pour la mode, pour la publicité, pour tout un tas de choses différentes pour lesquelles on en a du travail dans la photo. Mais il a photographié, il a été portraitiste, il a photographié tout un tas d'hommes, qu'ils soient politiques, que ce soit des stars de cinéma, il a photographié aussi bien des stars aux États-Unis dans les années 50, 60. Il a travaillé sur des livres, sur des sujets, à Harlem, aux États-Unis ou ailleurs, où il habitait New York pendant un certain temps. Donc ça a été un photographe qui venait de l'école de Alexei Brodovitch, et qui était une école très, très pointue, très attachée effectivement au regard, aux gens, aux méthodes très, très strictes, hein, je dirais. Et c'est ça que Georges m'enseignait, d'être stricte et d'être stricte avec moi-même, d'être exigeante. Alors je ne dis pas que j'ai réussi du tout, mais il m'engueulait beaucoup. Parfois, parce que j'étais pas assez exigeante, que je me contentais des fois de vouloir tirer des photos qui n'en valaient pas la peine pour lui. Et voilà. Tout ça, c'était un enseignement, en fait, de regard, de vie. Et il disait toujours, quand je lui présentais une photo où il n'y avait pas un personnage dedans, il me dit oui, c'est pas mal, les lignes, tout ça, bon. Mais enfin, elle n'est pas très intéressante, il n'y a personne dedans. Il faut un sujet dans ta photo. Et lui, c'était les gens, quoi. Il aimait les gens. Alors c'est vrai que j'ai appris à regarder les individus, à les voir, à les observer. Et du coup, ça a probablement affiné ce que j'avais envie moi aussi. Sinon, je serais partie sur autre chose. Donc j'ai adhéré à ça. Et j'ai développé ma façon de voir, de faire en fait. Et de faire 50 photos, ou au moins 25, d'un individu que vous avez jugé intéressant,
pour en avoir une que vous garderez et qui sera, à votre avis, la meilleure. Oui, alors c'est vrai aussi que, alors oui et non, hein, je vais vous contredire parce qu'en fait, je fais jamais, enfin, ça m'arrive très peu, rarement, en fait, de faire 50 photos ou 25 photos d'un individu. En fait, la méthode enfin, ma méthode qui n'est pas une technique ni une méthode, c'est juste une approche, en fait. C'est comme ça que je l'appellerais. C'est que moi, je discute avec les gens, je parle avec eux, j'échange. Je leur demande au préalable s'ils sont OK pour que je les prenne en photo. Et puis après, la photo, elle va venir à un moment ou à un autre, mais dans la discussion. Alors, je peux faire 3, 4 photos de la personne, et puis c'est tout, en fait. À partir du moment où elle est en confiance. Oui, c'est-à-dire que je vole pas de photos. Je demande, je l'ai eu fait bien sûr, hein, avec téléobjectif, de loin, prendre des photos de loin pour surprendre un peu des regards, etc. Bon, je critique pas, mais c'est une autre façon de faire des photos, et c'est très nécessaire des fois pour tout un tas de sujets. Mais moi, je suis au proche des gens, donc si je suis proche par l'être ou par la pensée ou parce que je veux discuter avec eux, j'ai besoin que l'objectif soit proche aussi. Donc, j'utilise pas de télé, pas de zoom, des choses comme ça. Je vais être très proche d'eux et je les photographie avec leur accord. Donc ça veut dire grand angle. Non, pas forcément grand angle, ça dépend s'ils sont. Ça dépend de la séance, ça dépend où ils sont, ça dépend ce qu'ils font. J'aime les photographies dans leur jus, comme on dit, comme je dis, c'est-à-dire que si effectivement c'est des scènes de marché, comme vous avez pu en voir à l'Expo des Isards, je vais photographier les gens avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils représentent, avec leur vie finalement, dans leur travail, dans leur quotidien. Donc ce sera peut-être un petit grand angle, mais je garde la fidélité du 50, ce qu'on appelait en argentique le 50. Voilà, j'aime ça, ouais. J'aime la proximité de l'objectif sur les gens. Alors, vos thèmes préférés, vos sujets préférés, vous les avez trouvés où? Vous avez parlé de voyage tout à l'heure. Est-ce que vous avez un attrait particulier pour l'exotisme? Alors, je sais pas ce qu'on entend par exotisme, si c'est le pays loin de nous, le pays carte postale, ou je sais pas. Alors on va dire le pays loin de l'Hexagone. Euh, Oui, c'est vrai que, comme me disait Georges, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. C'est vrai que c'est toujours plus facile, entre guillemets, quand on est à l'étranger, quand on est loin de chez soi, parce qu'on a l'impression que on est vidé et loin de toutes nos contraintes du quotidien. On s'échappe un peu et du coup, on est ailleurs uniquement pour ça, pour la photo. Et c'est un côté plus facile pour laisser entrer notre imaginaire et exciter notre esprit créatif. Voilà. Je pense qu'un Indien qui arrive en France pour la première fois doit trouver un agriculteur périgourdin tout à fait exotique. Tout à fait, oui, oui, je pense, oui, je pense, j'espère en tout cas, c'est bien les échanges d'exotisme et de vision. Les portraits de Bardon sont des portraits de gens exotiques. C'est vrai, l'exotisme n'est pas forcément donc aussi loin de chez nous. Hein. Mais alors pour vous, où est-ce que ça a été quels ont été les lieux où vous avez trouvé des sujets que vous avez aimés? Alors, j'ai beaucoup aimé. Bon, on va cesser de parler de l'Inde parce que c'est un peu derrière moi maintenant. On y reviendra. Ouais. J'ai beaucoup aimé photographier. J'ai beaucoup aimé l'Afrique, en fait. Les gens en Afrique aussi. Je suis pas allée. Je suis pas retournée assez de nombreuses fois. Je suis pas restée assez longtemps non plus. Mais l'Afrique est quelque chose qui est très intéressant à photographier. Et quand j'entends l'Afrique, c'est les gens. Les Africains, parce qu'ils ont une telle culture en eux qui est exacerbée, qui est plus à fleur de peau, et dans tout, dans leur gestuelle, leur façon de s'habiller, leur visage, leurs traits, tout est vraiment très particulier et propre à eux, et ça c'est très intéressant. Mais je me suis beaucoup confrontée à des refus en photo. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, ils sont moins faciles d'abord que les Indiens. Et c'est quelque chose que je regrette. Alors j'ai quelques photos, enfin j'ai quelques photos, j'en ai fait beaucoup, mais quelques-unes seulement pour moi sont intéressantes, je pense. Mais c'est quelque chose qui reste à faire, à refaire. Vous parlez de refus fréquents, c'est à une date récente? Oh, c'est il y a une quinzaine d'années.
quinzaine d'années. C'est vrai que j'aurais rêvé photographier l'Afrique, les gens, les Africains, il y a 50 ans ou 60 ans, parce qu'il n'y avait pas cette appréhension, il n'y avait pas eu cette multiplicité de communication avec des photos parfois volées, transposées dans des cartes postales, dans des posters, dans des choses qu'on peut retrouver chez nous, qui effectivement sont revenus à eux et du coup je comprends quoi, pas l'envie de se voir multiplier sur des cartes postales loin d'eux. Donc il y a eu cette vulgarisation extrême qui fait que ça s'est transformé en refus, et ce que je comprends tout à fait. Donc c'est un vrai travail de retourner vers eux, de leur expliquer, d'avoir cet échange et de pourquoi pas, puisque je l'ai fait pour l'Inde, revenir les voir et leur offrir des photos. Alors, parlons un petit peu de l'Inde aussi. Vous avez fait plusieurs voyages en Inde. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des régions que vous avez visitées et des thèmes que vous avez trouvés, que vous avez aimé photographier? Alors l'Inde, j'y suis allée 4-5 fois, c'est vrai, mais j'ai pas fait énormément de régions. C'est grand, c'est 5-6 fois la France, donc il faut beaucoup de temps pour circuler, pour bouger. J'ai fait le nord, le Rajasthan, après j'étais partie au Népal. Après j'ai fait le sud, le Goa et puis le Kerala, jusqu'à Cochin, dans le sud. Donc j'ai beaucoup aimé toutes ces régions. J'ai envie d'en découvrir d'autres. J'ai pas de préférence particulière parce que l'Inde est variée et très différente et à chaque fois je m'adapte. À chaque fois je suis bien. J'ai l'impression que, je le dis des fois, je me le dis même, j'ai l'impression d'être chez moi quand j'arrive en Inde. C'est très étrange. Je me sens à l'aise, je me sens bien, j'aime les gens. Malgré l'immensité et malgré la diversité des cultures intérieure à l'Inde, parce qu'il y a un abîme entre le Rajasthan et puis le Kerala ou le sud du Kerala. C'est vrai, mais je connais pas bien l'Inde en fait. Je la photographie, je m'y intéresse, je la survole, mais je me refuse un peu par flemme peut-être. J'ai pas envie de rentrer dans la compréhension de ces histoires de caste et autres. Non pas que ça ne m'intéresse pas, parce que ça fait partie d'eux et les gens m'intéressent, mais je dirais que les choses auxquelles je ne m'intéresse pas, c'est les choses que je ne veux pas prendre en compte. Voilà. Pour moi, le système des castes est complexe et je trouve ça par moments assez terrible pour les intouchables et certaines castes les plus basses. Et non pas que je ne veuille pas m'y intéresser, mais je refuse de le voir, quoi, parce que j'ai pas envie de mettre ça en avant. J'ai pas, enfin, je le considère, mais j'ai pas envie d'y attacher de l'importance, en fait. En Inde, vous regardez les gens, vous établissez un climat de confiance. Je parlais il y a quelques jours avec une amie qui a vécu en Inde, travaillé en Inde, et qui me disait, mais en Inde, on est constamment sous le regard de l'autre. Alors, oui, sans doute. Sous le regard de l'autre, dans le quotidien comme ça, vite fait, dans la rue, non. Maintenant, j'imagine que le fait d'y travailler, ça implique un autre engagement, d'autres rapports et un autre engagement. Et effectivement, quand on y travaille, quand on s'y implique de façon plus profonde dans le quotidien de ces gens, je pense qu'on doit être effectivement sous le regard permanent, soit dans l'attente par le regard, dans l'attente de ce qui va se passer, dans l'attente de la méthode dont on travaille avec eux, dans l'attente de plein de choses. C'est vrai, j'imagine que oui, ça doit être à la fois agréable et des fois un peu compliqué. Parce que ça, vous l'avez, ayant fréquenté les milieux de l'Inde, vous avez sans doute remarqué, ressenti que les Indiens sont des gens qui ont une assez grande curiosité quand même, en particulier vis-à-vis des étrangers. Oui, une grande curiosité et c'est ce qui me plaît beaucoup en Inde, c'est ce qui fait que je me sens chez moi, c'est que les gens n'ont pas les filtres que l'on a nous. C'est-à-dire que quand ils vous abordent en vous posant des questions, c'est sans les filtres de la bienséance ou de la, je dirais pas c'est pas de la politesse, hein, c'est de la bienséance ou de tous ces filtres qu'on utilise parfois chez nous, voilà. Bon, ils n'ont pas ces filtres-là. Donc ils nous demandent carrément, les questions sont directes, voilà. Je me souviens Vous ne ressentez pas comme une inquisition? Pas du tout.
pas du tout, parce que moi, quelque part, avec mon appareil photo dans la discussion, ils peuvent aussi me prendre dans l'inquisition. Et non, 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 je pense qu'un échange, ils sont très directs, très francs. Je me souviens d'un couturier que j'ai photographié plusieurs fois avec sa femme et son fils. Je suis retournée les voir 8 ans plus tard, je les ai refotographiés. Et je me souviens que très vite, au tout début, en discutant avec eux, eh bien, il m'avait demandé, j'ai photographié son fils qui avait 7-8 ans, et il me demandait, et alors, comment c'est en France, les études des enfants? Est-ce que j'ai des enfants moi-même? Et comment ça se paye? Et alors, je paye l'école, je la paye pas? Combien ça coûte un stylo? Combien ça coûte les professeurs? Et les questions sont directes. Alors, chez nous, quelqu'un nous pose une question comme ça, on dirait, mais enfin, de quoi il se mêle? Là-bas, pas du tout. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve en Afrique aussi, et en particulier chez les jeunes, chez les enfants et les jeunes, les adolescents. voilà, alors toutes ces populations, ces gens, que ce soit l'Inde, l'Afrique, ce que j'aime moi, dans le voyage, effectivement, vous êtes dans l'exotisme, alors c'est que, je dirais pas le manque de filtres, j'ai la chance de ne pas avoir ces filtres. Pour que L'échange soit direct, spontané et naturel. Et après tout, et dans les deux sens. voilà, et après tout, pourquoi on se pose pas toutes ces questions de façon naturelle? Isabelle, est-ce que vous avez fait de la photo votre métier? Alors, j'ai eu fait à un moment donné, sur Périgueux, j'étais installée. Je voulais en vivre, alors je faisais des photos qui n'avaient rien à voir avec ça. Je faisais des photos de mariage, je faisais des photos de club de sport, je faisais des photos de tout un tas de choses comme ça que je vendais, et puis j'étais installée en tant que photographe. Voilà. Et puis c'était très compliqué, j'arrivais pas vraiment à en vivre, j'avais beaucoup de charges, etc. J'ai une associée qui est repartie, qui m'a un petit peu laissée parce qu'elle avait d'autres choses à faire, et je me suis retrouvée seule, et j'avais du mal avec la façon que j'avais choisi de faire cette activité, à la faire seule. Je pouvais pas photographier et après les vendre mes photos, sinon je perdais une semaine, donc c'était compliqué. Donc ça a tenu 3 ans, et puis après j'ai cessé. Et puis je suis partie vers d'autres horizons, j'ai fait d'autres choses, j'ai quand même 3 enfants, donc malgré que les femmes fassent des tas de choses, je trouve que ça reste très compliqué aujourd'hui pour une femme d'avoir 3 enfants, de vouloir les gérer de vraiment les gérer, quoi, hein, de s'en occuper, de faire de l'éducation un métier, et en même temps d'avoir un métier pour pouvoir vivre, et en plus avoir une passion. Enfin, il y a plein de femmes qui le font, peut-être, moi je les admire. En tout cas, moi, j'y arrivais pas. Donc c'était compliqué. Donc je suis partie vers d'autres cieux, d'autres horizons de travail, voilà. Donc maintenant, les enfants sont grands. Ils sont partis, ils se font leur vie. J'ai encore une petite, mais qui habite chez son papa, et enfin une petite qui a quand même 18 ans. Et donc les choses me permettent de plus revenir à la photo, à ma passion. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de vos autres horizons professionnels vers lesquels vous êtes parti? Oui, alors déjà en photo, il n'y a pas que les hommes. J'aime aussi j'aime aussi beaucoup les lignes. J'aime aussi photographier tout ce qui est matière. Tout ce qui est matière, tout ce qui a trait à la disparition, à tout ce qui va disparaître. Par exemple, j'aime beaucoup les murs. Dans le monde où nous vivons, vous êtes servi. Oui, voilà, dans tout ce qui est les matières qui disparaissent, les murs qui vont s'écrouler, les démolitions, les vieilles portes, les vieilles choses qui vont être remplacées par du... Je me dis toujours que, oh mon Dieu, quelle horreur, toutes ces choses qui ont demandé un travail fou par des gens. C'est pas loin des hommes, finalement, des gens qui a souvent été fait, des travaux qui ont souvent été faits à la main, avec beaucoup de travail, beaucoup d'amour, façonné, et non pas fabriqué, façonné. Je m'empresse toujours de photographier parce que je me dis ça va être remplacé par... Vous êtes frappé par la cruauté du précaire et du périssable qui est la marque de notre époque. Oui, c'est-à-dire que je me précipite pour photographier toutes ces choses que ça peut être des démolitions, que ça peut être des murs qui sont écorchés, de la matière qui tend à disparaître. Voilà, tout ça, ça me fascine. Alors ça donne des fois des photos abstraites, parce que ça peut être des murs avec des peintures écaillées, ça peut être... j'ai photographié notamment, j'en ai pas encore fait un sujet, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller photographier les cellules de la prison de la Santé à Paris, avant qu'elles ne se reconstruisent. C'était l'an dernier, et il n'y avait plus personne, bien sûr, et j'ai photographié ces cellules, ces couloirs de cellules, et ça, c'était juste incroyable, quoi. Vous parliez de photos qui ont du sens, là, vous avez été servi. Et il n'y avait personne dedans. Voilà. Donc on va voir, ça c'est un autre travail. Est-ce que vous avez, Isabelle, d'autres passions que la photo?
vos enfants, bien sûr. Est-ce que vous avez eu d'autres passions? Est-ce que vous avez actuellement d'autres passions que la photo dans tous les domaines? Oui. Alors mes enfants, c'est pas une passion. Mes enfants, ils font partie de moi et ils font partie de ma vie intérieure. Voilà, mais c'est pas une passion, je dirais, c'est dans d'autres termes. De passion, oui, j'aime la peinture aussi. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai peint également en mélangeant mes photos que je déchirais, que je superposais. J'ai travaillé avec de la matière, avec du sable, avec de la peinture. Et j'ai eu fait des séries de tableaux comme ça aussi. Ça, c'est en suspens et je dis pas que j'y reviendrai pas. Il y a l'écriture également. J'écris aussi. J'écris. Voilà, j'écris des dires, on va dire, des dires ou des pensées, des choses qui sont en suspens. Voilà, j'écris. Ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est trop. C'est trop. Je pense que je suis un peu. J'ai besoin de me recentrer et à chaque fois ça Vous avez surtout repart. besoin de vous exprimer. Oui, oui, mais c'est vrai et à la fois ça. On me dit souvent, ah, mais il faut se centrer, une seule chose à la fois, bien. Mais je suis pas la femme d'une seule chose, d'une seule passion, à fond, bien, penser, considérer, travailler, besogneuse. J'ai besoin de partir un peu dans tous les sens pour trouver mon essence. C'est épuisant, mais c'est mon fonctionnement. En dehors de la peinture, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Est-ce que vous avez des expositions en préparation? Est-ce que vous avez des pistes que vous avez l'intention d'explorer si un jour vous en avez le temps ou l'occasion? Alors oui, j'aimerais, l'expo Kerala qui est partie des Isards maintenant, que j'ai rentré à la maison, eh bien j'aimerais la présenter ailleurs, effectivement, mais j'ai aussi envie de travailler j'ai d'autres sujets qui sont à la maison, qui sont en chemin. Voilà, puisque je suis allée à Calais aussi, dans la jungle de Calais. J'étais rencontrer les gens, j'ai fait des photos, j'ai fait l'interview également de quelqu'un qui s'occupait de la jungle là-bas sur la communication. Donc je suis en train de travailler un petit peu ce montage, je suis aussi en train de travailler ces photos. C'est quelque chose que j'aimerais présenter, partager. Puis d'autres aussi sujets qui sont en cours de chemin, qui sont faits et que je ne travaille pas assez en ce moment. Voilà. Là, vous abordez aussi, comme les cellules de la santé, un sujet qui est complexe, qui est à la fois exotique et puis en plein dans notre époque, qui est une préoccupation quand même majeure. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire une exposition ou d'en faire? Oui, j'aimerais beaucoup. Les photos sont faites, elles sont là. Il me reste à les mettre en forme. Il me reste à terminer ce petit montage je me fais aider par quelqu'un. Voilà, il faut que je finisse ce montage, que je finisse de mettre en forme. Et j'ai envie, oui, bien sûr, de le présenter. Aborder les migrants de Calais pour les prendre en photo, j'imagine que ça n'a pas dû être toujours très facile. Non, c'était pas facile parce que ils n'étaient pas d'accord et on peut le comprendre parce que ils savaient pas où allaient se retrouver les photos. Ils avaient pas, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, ils me disaient qu'ils n'avaient pas envie de se retrouver sur Facebook avec l'idée que leur famille lointaine les voit dans cette jungle-là. Ils n'avaient pas envie de ça. Moi, je leur disais qu'en aucune manière je posais des photos sur Facebook, ce qui est vrai d'ailleurs, je ne pose rien sur Facebook. Et donc voilà, c'était compliqué. J'ai eu quand même quelques photos en discutant, en expliquant et voilà, et en ayant l'accord de certaines personnes, j'ai réussi à avoir quelques photos. Ouais, intéressantes. Donc là, vous envisageriez quelque chose qui soit un peu multimédia. Alors si vous avez un peu écrit aussi Oui, tout à fait. J'ai écrit pour ce sujet-là. J'ai écrit quelque chose, j'ai fait une interview et j'ai les images. Donc il faut que je le boucle. Voilà, il faut que je le travaille et que je le boucle, ce qui est toujours difficile pour moi. Bon, c'est un magnifique projet. Nous allons maintenant nous quitter. Je vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté, ce que vous avez apporté à nos auditeurs. Je vous dis peut-être à une autre fois et je vous souhaite bonne chance. Merci, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.